Bien, bonsoir à tous. Merci à tous d'être venus ce soir à l'hôtel Le Marois. Merci à tous ceux qui sont à distance. J'ai cru comprendre que vous étiez plus d'une 60aine de connectés. Merci beaucoup. Voilà, pour cette conférence sur le thème de Value for Money, en termes d'organisation, comment ça va se passer? On prévoit de faire donc 2 tables rondes. Je reviendrai sur les thèmes un peu plus tard. En introduction, on va commencer par avoir un mot de Trésor en la personne de Maëlle Talon, chef du bureau marché et produits d'assurance au Trésor, que je vous prie d'accueillir. Micro. Bonsoir à tous. Alors, merci beaucoup de me laisser la parole pour introduire cette conférence. Vous m'entendez bien, ça va? Merci beaucoup de m'accueillir. Avant tout, moi, je veux saluer quand même le sens du timing de Seabird. Et évidemment, les saluer pour le fond de ces thèmes abordés. Mais le sens du timing, quand même, c'est remarquable, hein. C'est-à-dire qu'il y a 2 jours, on a la prise de position formelle de la France sur la Retail Investment Strategy, en la personne de notre directeur général, donc une position très ferme de la France quant à la situation des commissions. On a aujourd'hui le CAC qui atteint son plus haut niveau historique, bravo pour l'organisation, et évidemment demain la séance des 3 sorcières. On ne peut pas faire mieux. Alors moi ce que je voulais vous dire vraiment très brièvement pour introduire la conférence, c'est de dire que évidemment la direction générale du Trésor et en tant que bras armé de notre politique économique, on est particulièrement mobilisé pour l'investissement dans l'économie réelle. Évidemment, vous savez que c'est une priorité du président de la République. Et donc, on se félicite de voir la progression des unités de compte dans l'assurance vie. C'est remarquable. Et pour autant, on est bien conscient aussi que cette progression très nette, elle s'accompagne d'une interrogation sur les frais, la performance, et tout cela est évidemment totalement normal. Et donc le fait que les unités de compte soient de plus en plus développées mettent davantage en lumière leur structuration, leur fonctionnement et donc leurs frais. Et donc nous, de notre côté de la Direction générale du Trésor, on croit que l'avenir de ces investissements, c'est la concurrence, l'innovation et justement toute cette logique de construction des offres qui va être l'objectif de ces tables rondes ce soir. Donc je vais juste vraiment très rapidement reprendre un petit peu l'historique récent de ce que nous avons fait sur la problématique des frais. Vous savez que, et sans être vraiment trop long, vous savez que la loi Pacte a apporté 2 points très importants. D'un côté sur les fonds euros avec une amélioration de l'information des épargnants sur la performance de ces fonds. D'un autre côté évidemment sur les unités de compte avec une nouvelle obligation d'information. C'est déjà des avancées qui sont très importantes. Mais plus récemment, il y a un petit peu plus d'1 an, suite au rapport de la présidente du CCSF, l'accord de place du 2 février 2022, dont les artisans sont présents dans la salle ce soir, donc je les salue, mes collègues, qui ont apporté 2 choses. Depuis le 1er juin 2022, l'information sur les frais est affichée sur Internet avant la souscription, vous le savez tous, et on a évidemment aussi l'affichage des frais totaux dans le cadre de l'information annuelle. Vous savez aussi évidemment tous que l'ACPR a conduit des travaux avec France Assurance, qui a conduit aux annonces de décembre dernier, avec la publication sur Internet du tableau réglementaire, donc qui est une étape supplémentaire dans la transparence des frais, et également toutes les initiatives sur la prise en compte du niveau de frais dans les politiques de référencement des fonds, référencement et déférencement, qui est un point pour lequel on va observer la manière dont ça se met en place avec beaucoup d'attention. Mais il y a aussi l'avenir. Et l'avenir, c'est d'une part les débats actuels à l'Assemblée nationale, notamment la PPL Luçon-Montgolfier. Je pense que vous avez tous entendu parler de cette PPL. On a beaucoup parlé de la transférabilité externe, mais on a quand même oublié un petit point important qui est l'article 4 sur l'Observatoire de l'épargne. Cet Observatoire de l'épargne, c'est une idée de la Direction générale du Trésor, en tout cas la manière dont on l'a redesigné, consistant à se dire aujourd'hui, l'épargne, il ne faut pas l'observer qu'à travers l'angle des frais, évidemment. Il faut regarder les frais et la performance. Et par ailleurs, il ne faut pas regarder que l'épargne assurantielle. Il faut aussi regarder les comptes titres ordinaires, les PEA, etc. Et donc, c'est ce que cet article 4 a pour vocation de faire. Et c'est quand même déjà un point qui est très important. Le deuxième point qui pourrait être une source d'évolution à l'Assemblée nationale, c'est le travail sur l'information pluriannuelle de la performance nette. C'est un petit peu ce qui nous manque
dans nos travaux sur la transparence, puisqu'aujourd'hui, on peut, par la loi, que prendre la performance de l'année N-1, et on estime que c'est quand même un petit peu réducteur, donc on sent qu'on a encore un peu de marge sur ce sujet. Et le deuxième point pour l'avenir, évidemment, vous en doutez tous, c'est la Retail Investment Strategy de la Commission européenne, avec, comme je vous l'ai dit, une position de la France vraiment très nette qui a été présentée par notre directeur général avant-hier en ECOFIN, c'est-à-dire une opposition très forte sur les projets de la Commission visant à interdire totalement les commissions, et en particulier les rétrocessions. Et de notre côté, on pense qu'il est vraiment très important de montrer à la Commission, d'ailleurs vous avez vu, c'est de voies communes avec nos partenaires allemands et notamment autrichiens, que d'autres voies sont possibles et que pour répondre à ce projet de la Commission, ce qu'il faut faire, c'est innover. La meilleure solution que nous ayons, c'est, à notre sens, l'innovation. Et c'est, à mon avis, le sens des tables rondes de ce soir. Alors, l'innovation, c'est évidemment nos smartphones, c'est la rapidité d'exécution, la qualité du conseil. Et je pense que c'est la meilleure réponse qu'on puisse apporter à tous ceux qui veulent avancer vers une interdiction totale des commissions. Je ne vais pas être plus long que ça. Encore merci pour l'organisation et j'espère que ces tables rondes vont être aussi passionnantes que leur intitulé le laisse penser. Merci beaucoup à tous. Merci encore Mayol. Donc voilà, suite à votre intervention, à celle de votre directeur général hier, je pense qu'on comprend tous que le sujet on ne peut plus d'actualité. D'une part, les frais de gestion donnent lieu aujourd'hui à une forme d'exploration dans laquelle on essaye de les rendre plus transparents, plus intelligibles aussi. Value for Money, ça commence aussi par s'interroger sur la manière dont les frais sont répartis et pour quelle couverture. Toutefois, il y a d'autres voies qui suggèrent d'aller encore plus loin que cela sur les services qu'enveloppent ces frais finalement. Et c'est une occasion de porter un regard sur la valeur et les services distribués aux épargnants aussi. Et donc ce sont bien les deux approches qui vont être mentionnées lors de nos deux tables rondes ce soir. Pour la première table ronde, qui va porter sur la manière de repenser le modèle de rémunération des différents acteurs de la chaîne des UC, je vous prie d'accueillir les différents intervenants en la personne d'Anne-Emmanuelle Cortel, directrice de solutions d'assurance chez Generali, en la personne de Mathieu Mouly, directeur adjoint de CPR, en la personne de Sébastien Dornano, PDG de Yomoni, qui est à distance avec nous ce soir. Est-ce qu'on peut apercevoir Sébastien très brièvement sur l'écran? Il y a aussi donc Mathilde Descourtis qui va nous rejoindre pour discuter du sujet en sa qualité de directrice associée chez Cyburn. Et finalement Pierre Théron, actuaire et directeur associé chez Cyburn également. Si on commence dans le vif du sujet, Mathieu, en tant qu'asset manager, quel lien vous faites finalement entre le partage de la marge et l'intérêt des épargnants? Ce qui est important, c'est que le partage de la marge soit consistant avec la valeur ajoutée de chacun. Donc pour l'asset manager, c'est cette gestion de la performance à long terme qui doit être en ligne avec ses obligations commerciales et réglementaires. Et pour le distributeur, c'est d'être rémunéré pour cette responsabilité de choisir le bon support qui va être adapté aux besoins et au profil de risque de l'investisseur. Et donc si on prend un instant pour s'attarder sur la valeur ajoutée apportée aux clients, finalement, quelle est la meilleure approche pour la maximiser? Je pense que notamment l'architecture ouverte fait un peu office de Graal en ce sens, permettant au CGP notamment de prendre la meilleure offre, la meilleure performance, ce que les réseaux bancaires ne peuvent pas toujours faire, même si le marché est en train d'évoluer en ce sens. Très bien, merci. Et Anne-Emmanuelle, justement, toi, qu'est-ce que tu en penses? Quels avantages supplémentaires l'architecture ouverte peut apporter à l'épargnant? Bonsoir à toutes et à tous. Donc, l'architecture ouverte, c'est un environnement concurrentiel qui apporte forcément beaucoup à l'épargnant.
Je suis d'accord avec ce qui a été dit. Donc Generali Patrimoine, c'est notre ADN. On travaille avec des partenaires Internet, on travaille avec des banques, on travaille avec des CGP, et ça représente 90% de notre business. Donc on est challengé en permanence par nos partenaires parce qu'ils travaillent avec différents types de clients pour faire évoluer nos produits. Donc on a des produits qui sont adaptés, riches, diversifiés. On a aussi, et bien sûr, nos partenaires viennent pour avoir des offres financières qui leur correspondent. Donc on a beaucoup de sociétés de gestion, on référence beaucoup de fonds. Et donc on a, c'est nécessaire pour la transformation. On a une tendance vers l'ESG, vers l'actif, vers le financement de l'économie réelle, des actifs réels. Et on a aussi des tarifs qui sont compétitifs, puisque nos partenaires, on est complètement en concurrence ouverte avec d'autres assureurs. On n'est pas intégré avec un réseau. Et donc tout ça milite pour cette architecture ouverte, milite pour l'intérêt des épargnants. On comprend donc qu'une partie de la valeur ajoutée, en tout cas, réside dans cette stratégie de distribution des produits. Cependant, apporter de la valeur, ça a un prix. Comment on peut s'assurer que l'épargnant il soit justement rémunéré au juste prix ? Alors, le sujet du juste prix n'est pas un sujet facile, parce qu'il peut être facilement réducteur quand on parle des frais. Je pense qu'il faut toujours se mettre dans les chaussures du client. Et donc, il faut que le client comprenne ce qu'il achète, et après qu'il ait évidemment de la performance, parce que ça correspond à son besoin. Et donc pour ça, je pense que c'est important d'abord de voir la valeur apportée par l'ensemble de la chaîne de distribution, les assureurs, les asset managers, les sociétés de gestion, et pas forcément de les découper. C'est important après, et je pense qu'on est déjà en route sur la transparence, donc il doit comprendre ce qu'il achète, donc on parle de la transparence. Et puis, donc il y a des initiatives pour avoir de l'information sur les sites internet chez les assureurs. Et puis après, il y a bien sûr la réglementation qui régit aussi les liens entre le client, l'assureur, le distributeur. Je pense par exemple au conflit d'intérêts qui permet de s'assurer quand on fait des produits, que les produits, qu'on ne va pas mettre des produits dans les mains des distributeurs avec des offres qu'il aurait intérêt de pousser indépendamment des besoins du client parce qu'il serait mieux rémunéré. Donc ça permet d'avoir une juste valeur pour le client. Merci. Et Mathilde, ton avis sur la question, l'architecture ouverte, si on reste sur ce sujet, d'après toi, est-ce que c'est un gage absolu de juste valeur, d'équité finalement vis-à-vis de l'épargnant ? Alors, je ne voudrais pas me mettre en opposition frontale vis-à-vis de Mathieu et Anne-Emmanuel. L'architecture ouverte, théoriquement, évidemment, ça limite les conflits d'intérêts dont tu parles, et c'est d'ailleurs pour ça que ça a été conçu. Et puis ça permet en plus d'avoir un choix plus large pour l'investisseur. Donc normalement, on se dit tout va bien. Mais quand on regarde un peu empiriquement quand même, ça a surtout conduit les assureurs en premier lieu à avoir des annexes financières qui ont empilé des sommes de fonds considérables, qui sont absolument illisibles pour le client final. Donc du coup, est-ce qu'il comprend complètement ce qu'il achète ? Je ne sais pas. Et donc forcément, on arrive à quelque chose d'un peu orthogonal, c'est-à-dire qu'on a à la fois ouvert le choix, et ça en soi, et on l'a dit, et Mayol l'évoquait, aller vers plus de concurrence, etc., c'est assainir un marché, c'est très bien. Mais sur une matière qui est quand même relativement complexe, peut-être l'ouvrir trop, et dans un marché qui en fait est devenu un marché de la demande et non vraiment de l'offre, où finalement on dit mais voilà la tendance, ou le CGPI ou le distributeur veut ça, d'accord, et donc le concepteur conçoit selon ce que les uns ou les autres souhaitent, on perd peut-être un peu de vue finalement le devoir de conseil de l'industrie financière en elle-même, qui peut-être gagnerait à se repositionner dans un marché qui soit davantage drivé par l'offre. Et par ailleurs, au-delà de peut-être faire grandir le devoir de conseil, ça permettrait de réduire les coûts, parce qu'à référencer des tas de supports, forcément les coûts fixes explosent, et à un moment il y a quelqu'un qui les paye, et je crois que c'est un peu le débat de ce soir. Et justement, Sébastien, Mathilde mentionnait très rapidement les frais et notamment le fonctionnement des rétrocessions. Est-ce que, d'après toi, ça suffit pour régler les sujets de conflit d'intérêts, la revue de ces rétrocessions ? Bonsoir à tous. Alors, dans l'hypothèse peu probable, a priori, vu l'introduction de la fin des rétrocessions, le modèle de facturation, si les rétrocessions venaient à disparaître, deviendrait un modèle à honoraires. Et il est vrai
qu'un modèle honoraire, étant donné la faible culture française sur le sujet, freinerait probablement l'épargnant dans sa demande de conseil si la valeur ajoutée n'est pas clairement identifiée. Donc on aura un sujet forcément si les rétrocessions venaient à devoir s'arrêter. Mais ce qui est l'essentiel, ça a déjà été dit par d'autres intervenants, c'est de bien définir et partager avec l'épargnant quels frais correspondent à quelles prestations et donc à quelle valeur ajoutée. Et c'est bien le sujet de la rétrocession qui finalement, au sein même des frais de l'asset manager, qui est là pour faire de la performance, on y intègre des frais de distribution. Et c'est là où, à mon avis, il y a un vrai hiatus et sur lequel il faut réussir à bien séparer pour des conflits d'intérêts et pour simplement la transparence qui est nécessaire pour l'épargnant final. Est-ce qu'on ne pourrait pas finalement envisager un modèle de rémunération variable où les frais dépendraient de la performance des supports, Mathieu? Modèle de rémunération, j'entends pour l'asset manager. Le problème que l'on a aujourd'hui, c'est que l'industrie n'est pas organisée en ce sens. Nous, asset manager, on a ces structures de coûts qui sont majoritairement fixes et surtout de plus en plus importantes du fait de la pression réglementaire. C'est reporting, l'ESG, SFDR et consorts. Et de l'autre côté, revenus, on a finalement un encadrement extrêmement lourd de nos frais de gestion, extrêmement complexe, notamment sur les questions des commissions de surperformance. Donc cette flexibilité qu'on aimerait avoir, on ne l'a pas ni côté coût, ni côté revenus. Je comprends. Pierre, quel est ton avis sur ce même sujet de modèle de rémunération? Disons que, oula, c'est un peu fort, par rapport à ce qui a été dit par Anne-Emmanuel tout à l'heure, que l'épargnant sache finalement et l'information sur ce qu'il achète et ce qu'il paye, ça c'est extrêmement important. Mais ce qui est encore plus important, c'est qu'il ait le produit qui correspond à son besoin. Et en fait, dans tout ce qui a été dit, certes, il y a la rémunération de la performance, l'asset manager, c'est normal, enfin, c'est logique qu'on est dans cette dimension-là. En revanche, je pense qu'il y a deux autres éléments qui sont, à mon avis, à prendre en compte et qui ne suivent pas forcément cette même rémunération, qui sont le devoir de conseil, mais y compris dans la prise en compte du profil de risque et de l'objectif d'investissement. Et ça, par rapport au modèle qu'on connaît aujourd'hui, en fait, l'industrie, elle n'est pas structurée, en tout cas en France, parce que ça peut être différent en Europe, par exemple, dans d'autres pays, mais elle n'est pas structurée pour rémunérer finalement ce bon devoir de conseil. Et en fait, on tombe dans de la conformité réglementaire et des réponses à un certain nombre de questionnaires qui vont présélectionner des fonds, par exemple. Et là, il y aurait peut-être une réelle valeur ajoutée qui serait perçue par le client et qui pourrait faire évoluer, en tout cas, la perception qu'il a des coûts, finalement, de ces contrats. Alors peut-être aussi dans un environnement aussi où il y a des dispositions fiscales qui font qu'il y a en fait des incitations très importantes et que parfois l'aspect frais peut passer à un second plan par rapport à des avantages fiscaux dont bénéficient les assurés, en tout cas pour ce qui est de l'assurance vie. Très bien. Et si on se détache maintenant un peu de l'impact financier, je dirais, qu'aurait une fin des rétrocessions, Mathieu, selon toi, quels seraient les impacts sur l'ensemble de l'écosystème? On a deux exemples intéressants à analyser, qui sont les exemples néerlandais et anglais. Donc vous avez en tête RDR au UK et la fin des rebates Pays-Bas en 2012. Donc on est 10 ans après la fin des rebates. Donc qu'est-ce qu'on a? On a plusieurs phénomènes. Côté distribution d'abord, on voit grosse concentration du marché. Les AIFL et CGP se concentrent, les petites banques privées également, et on voit l'émergence de géants, de titans, les Brewin Dolphin, les Hargreaves Lansdowne, qui sont des espèces de super Cyrus ou Crystal qui gèrent 10, 20, 30 milliards de pounds. Le deuxième phénomène, c'est parce qu'il y a moins de marge, il y a une industrialisation des solutions, donc on a un énorme switch de l'advisory vers la gestion discrétionnaire. Donc ce sont des gros gérants discrétionnaires, en ce sens, ils se rapprochent des gérants traditionnels. Et si ensuite on regarde côté gestion, les grands gagnants sont sans surprise la gestion passive, d'abord, parce que c'est une solution d'accès low cost qui se développe très fortement. Et ensuite, les gestions de performance, donc les gérants capables de délivrer une performance, on va dire, consistante sur le long terme. Et c'est intéressant parce qu'en Angleterre, on arrive à peu près au bout du switch. On a eu un gros switch vers le passif et maintenant ça se stabilise. Et l'actif, on va dire, retrouve sa position et retrouve sa croissance dans cet écosystème. Intéressant en tout cas de voir un peu comment ça a évolué en avance de phase par rapport à chez nous peut-être. Anne-Emmanuel, d'après toi, quelle serait la conséquence que tu vois sur la valeur apportée à l'épargnant, ce phénomène de concentration que Mathieu mentionne?
Moi, concentration, ça fait toujours penser à plutôt une terminologie industrielle. Donc, pareil, standardisation, avoir une offre qui soit finalement plus restreinte. Et c'est plutôt une terminologie sur la partie manufactureur, je sais, voilà, en tout cas les fabricants de l'offre. Après, si on arrive à réduire les coûts, c'est bien. Il ne faut pas appauvrir l'offre de l'autre côté. Et puis, il faut être sûr que ces coûts-là, ils soient redistribués aux clients. Donc ça, je pense que c'est un point important. Aujourd'hui, nous, on est plutôt pour un modèle ouvert de concurrence. On a envie de dire que si un client il a envie d'aller chez Yomoni parce qu'il aime le digital ou il a envie d'être cocooné chez un CGP, il n'y a aucune raison pour qu'il se retrouve dans un marché avec une offre standard. Et ça ne va pas apporter de la valeur, ça ne va pas lui apporter de la diversité. Je ne suis pas du tout sûre que ça lui apporte non plus une plus grande performance. Sébastien, d'après toi, toujours dans ce contexte finalement de suppression éventuelle des rétrocessions, quels seraient les leviers que tu vois activés pour maintenir le niveau de marge? Alors, il y a effectivement, bien sûr, et on est les premiers concernés, un facteur d'industrialisation. Donc, effectivement, le développement de plateformes digitales ou de plateformes qui permettent de profiter de l'abondance des données clients dans notre industrie pour permettre d'avoir un conseil de qualité, personnalisé, mais effectivement largement industrialisé. D'autre part, il faut quand même avoir en tête qu'on a un certain avantage en France, c'est d'avoir des enveloppes fiscales qui sont vraiment sur le très long terme avec des effets de switch qui sont quand même compliqués à mettre en œuvre, que ce soit sur l'assurance vie, on a maintenant le succès du PER, donc on a de plus en plus de solutions, en particulier des solutions d'épargne retraite avec des clients qui vont rester très très longtemps dans ces enveloppes, donc avec une valeur du client qui est très très forte, et donc ça nous permet pas d'améliorer forcément le niveau de marge, mais en tout cas d'avoir une durée de plus en plus longue sur le sujet. Donc ça, je pense qu'il faut aussi le prendre en compte dans les différents calculs. On parle toujours de la marge immédiate ou de la rétro immédiate, mais ayons en tête que souvent les clients que nous adressons restent au moins 10 ans et avec le PER bien plus longtemps. Donc c'est des facteurs qui sont très importants à prendre en compte. Et puis après, de manière très concrète, je pense que sur la partie véritablement cotée, ça va être compliqué d'aller trouver de la marge. Et effectivement, tu l'as dit, il y a une notion de concurrence de la gestion passive qui est de plus en plus présente, même en France. Et donc, il est compliqué d'aller chercher de la marge à ce niveau-là. Par contre, et on le voit maintenant dans un certain nombre de solutions, on va pouvoir ramener des nouvelles classes d'actifs, de private equity est largement commenté. On a bien sûr l'immobilier, où là, effectivement, on continue d'avoir des marges qui restent intéressantes et importantes, tout en gardant la promesse de surperformance par rapport à un produit un peu lambda. Je te voyais opiner du chef. Mathilde, tu voulais réagir par rapport à ce que disait Sébastien? Oui, je rebondis sur ce que dit Sébastien, effectivement, et sur le fait que très certainement, encore une fois, revenir à cette notion de devoir de conseil, et c'est peut-être là qu'il faudra aller finalement tirer de la marge, mais parce qu'on aura apporté du service. Parce qu'on l'a entendu aussi en introduction, tout le monde se félicite que les UC prennent une place dans l'épargne. On se félicite que les Français épargnent d'abord à travers le PER, l'assurance vie, le PEA et consorts. Donc tout ça, finalement, c'est un mouvement auquel tout le monde adhère. On aimerait que cette épargne, maintenant, soit fléchée vers l'économie réelle, autant que faire se peut. Or, quand on regarde et qu'on dissèque un peu les offres des principaux acteurs de la place, on a du MSCI, du CAC 40, du S&P 500 et de l'OPC monétaire. Bon, alors les trois premiers sont évidemment très soumis aux variations de marché quand même si en ce moment c'est plutôt profitable. Et le dernier est plus vraiment une valeur refuge. Donc on se retrouve dans quelque chose de l'ordre de la construction de l'offre qui quand même est largement perfectible. Et ce que vient de dire Sébastien, dans quelle mesure demain le financement de l'économie réelle et donc le private equity, puisque c'est comme ça dont on parle, peut se retailiser réellement dans les offres et qu'est-ce que ça induit et quel sera le service apporté par l'industrie financière, c'est peut-être cette question-là. Et la question corollaire aussi, parce que on parle de switch, mais il y a aussi un switch de l'offre à opérer. Or, aujourd'hui, on voit bien que dans les annexes financières des principaux acteurs, on a aussi tout un tas de fonds qu'on sait parfaitement contre-performants et que pour autant, on ne supprime pas des grilles pour la simple et bonne raison que mettre un actif en statut non commercialisable, c'est extrêmement compliqué. Et faire arbitrer un client de force, c'est pas possible. Donc, on laisse des gens, même avec des sommes faibles, sur des supports qu'on sait et qu'on monitore en plus. Hein, c'est-à-dire qu'on regarde, oui, ça baisse, mais personne ne bouge.
Donc là, en ça, on voit bien qu'aujourd'hui, on a quand même un sujet, quoi. Et donc je pense que typiquement, les démarches qu'on évoque là permettront d'apporter une valeur de service et de conseil un peu différente. Merci. Finalement, résumé, ce qu'on comprend, c'est que cette hypothèse de suppression des frais de gestion et cette pression finalement sur les frais a tendance à suggérer que l'écosystème se réinvente en prenant en compte les risques de concentration, de dilution du conseil, concentration des acteurs. Est-ce qu'on n'est pas en train de se dire que c'est un tout petit peu cette question de frais en train de jeter de l'ombre sur l'intérêt principal qui est la protection de l'épargnant? Et demain, voilà, si on devait remettre l'épargnant au centre des préoccupations, Anne-Emmanuelle, par quoi ça passerait? Alors pour nous, ça passerait par renforcer le lien de confiance avec l'épargnant. Donc c'est ce qu'on vient de dire, la transparence. Le digital est sûrement un bon outil pour faire ça. Moi, j'aime beaucoup les sujets de Mathilde, parce que des annexes financières avec plein de fonds, on en a plein. Ça nous prend beaucoup de temps. Et on adorerait avoir des solutions de simplification, pas d'industrialisation, mais de simplification, qui nous permettraient de proposer effectivement à des clients qui sont là depuis longtemps, et on a parfois des fonds avec peu d'encours sur les fonds, des milliers de clients qu'on devrait contacter. Donc activer tout le monde pour aller contacter les clients, c'est compliqué. On adorerait avoir les moyens de proposer une unité de compte qui, voilà, soit un format à définir, je peux rêver, nous permettrait quand même de simplifier cette gestion. Et simplifier cette gestion-là, c'est aussi pouvoir réinvestir dans les outils, dans le digital et dans l'accompagnement de nos clients. Donc voilà, une question ouverte, un souhait peut-être. C'est intéressant ce que soulève Anne-Emmanuelle. Sébastien, comment tu vois les choses? Toi, l'accompagnant des épargnants dans leur choix d'investissement, par quoi ça passe? Alors déjà, je trouve il y a un élément très intéressant, c'est que les générations des épargnants ne se ressemblent pas et qu'on a bien sûr des nouvelles générations qui très rapidement se prennent des logiques qui sont très connues dans d'autres industries, qui sont celles d'aller bien sûr d'abord se renseigner en ligne, d'essayer de comparer autant que faire se peut les différentes offres et puis éventuellement de passer à l'acte. Donc la manière déjà d'accompagner les clients, c'est de faire, et on l'a tous dit, je pense, la pédagogie de l'offre et bien expliciter les différences entre telle et telle offre, que ce soit en termes de référencement des fonds, que ce soit en termes de prix, que ce soit en termes de services. Je pense qu'il est fondamental et de toute manière, cette nouvelle génération le font d'elles-mêmes et vont chercher l'information. Et il y a un nombre important maintenant de comparateurs en ligne qui permettent d'avoir une information de plus en plus fiable. Et maintenant que les frais sont de plus en plus partagés par les grands acteurs, ce qui n'a pas toujours été le cas, et c'est bien que ça aille dans ce sens-là, on va pouvoir de manière de plus en plus précise permettre à chaque épargnant d'avoir une vision claire et donc lui permettre d'aller choisir la meilleure offre. Et c'est une forme d'accompagnement. Après, je pense que l'un des éléments essentiels pour bien accompagner les épargnants, c'est qu'aujourd'hui, on a un avantage qui est formidable dans notre industrie, c'est qu'on a accès à beaucoup d'informations clients. Pas grâce ou à cause de la réglementation, mais l'épargnant est obligé de nous partager beaucoup d'informations. Et donc, c'est dans cette capacité à traiter ces informations et à partager et à redonner de la valeur à partir de ces informations à travers le bon profil de risque, à travers le bon produit proposé, éventuellement à travers la bonne accompagnement pédagogique, parce qu'on est obligé de suivre le niveau de connaissance des épargnants, on est obligé de suivre le niveau de l'appétence au risque. Tout ça peut permettre de générer un certain nombre d'informations et d'accompagnement personnalisé. Et c'est à partir du fruit de ces informations qu'on a aujourd'hui à notre disposition et qui maintenant est de mieux en mieux structurée, qu'on va pouvoir mieux accompagner les épargnants. Donc je pense que ça, c'est vraiment un élément clé. Et puis dans ces éléments, nous on a quelque chose sur lequel on est très sensible parce que ça fait perdre pas mal de valeur parfois aux épargnants, c'est les accompagner par rapport à leur biais psychologiques. Là aussi, les data clients nous donnent pas mal d'infos là-dessus. Et réussir à limiter les biais psychologiques et à leur éviter de prendre des mauvaises décisions, en particulier lorsqu'ils ont des investissements long terme, je pense que c'est fondamental dans l'accompagnement des clients, indépendamment des choix précis de tel ou tel produit. Mathilde, d'après toi, accompagner l'épargnant, Anne-Emmanuelle mentionnait notamment les volumes. À quel point c'est atteignable? Est-ce que c'est une utopie ou est-ce qu'on peut vraiment le faire au plus proche de ses besoins? Encore une fois, je suis assez en ligne avec ce que disait Sébastien et peut-être que peut-être que les acteurs digitaux distributeurs ont un coup d'avance là-dessus, grâce notamment à ce qu'il disait, à la captation de data. Parce que pour accompagner l'épargnant, encore faudrait-il le cartographier. Alors c'était tout l'objet de DDA. Ça, pour le coup, la réglementation a tenté d'accompagner cette démarche. Mais enfin, c'est un secret de polichinelle que de dire que tous les assureurs ne sont pas pleinement compliant avec DDA encore.
Et on discutait pas plus tard qu'hier avec une grande maison de gestion qui nous disait mais on a créé un produit et c'est vrai qu'on n'a pas quand même commencé par cibler le client. Effectivement, on ne sait pas du coup si le produit est complètement en ligne avec la stratégie client derrière. Et c'est quelque chose qui véritablement est assez nouveau en fait. On ne ciblait pas les clients, on ne les cartographiait pas. Pour la simple et bonne raison que connaître son passif pour un asset manager, c'est très compliqué. Le connaître pour un assureur, c'est souvent relativement tortueux. Et sur les réseaux de distribution qui ne sont pas digitaux, on ne peut pas dire que jusqu'ici, ils aient eu une approche très chirurgicale. Donc, on n'a pas beaucoup de données clients parfaitement utilisables non plus pour les cartographier. Donc, in fine, c'est vrai qu'on crée plutôt des produits de masse. On a un marché de masse avec des produits qui se standardisent. Et j'ai bien entendu qu'Anne-Emmanuel était contre, mais pour le coup, c'est quand même le cas. Et en fait, on adresse toutes les générations de clients, malheureusement, un peu de la même manière, alors que ce que dit Sébastien est très juste. Toutes les générations de clients n'ont pas les mêmes besoins, n'ont pas la même maturité, ne consomment pas l'épargne de la même manière. Et ça, c'est aussi un autre shift à opérer, très certainement. Pierre, d'après toi, on parle d'accompagnement à l'épargnant, de l'épargnant. Jusqu'où ça devrait aller? Dans ce qui a été dit, en fait, ce qui me semble vraiment important, c'est cette dimension de terme, d'horizon. On a parlé d'appétence au risque. On est dans des enveloppes d'assurance vie qui sont justement sur de l'horizon. Et finalement, il n'y a rien de pire pour des assureurs, je vais prendre le point de vue d'un assureur, qui en plus sont des acteurs qui finalement, ce sont tous plus ou moins, en tout cas les plus gros, diversifiés sur toutes les activités, etc. Qu'est-ce qui va les distinguer dans le futur? Finalement, c'est la confiance des assurés en la marque. Parce que Generali, AXA et ainsi de suite, bon, finalement, on est sur des types d'activités voilà. Et donc, ce qui va être extrêmement important pour eux sur le long terme, c'est la marque, la confiance sur la marque. Et donc là-dedans, ça, à mon avis, c'est quelque chose qu'il faut vraiment intégrer dans ces problématiques de rémunération et de frais pour prendre le point de vue du client, qui peut être différent entre une génération X ou Y, sans mauvais jeu de mots, et s'assurer que la manière dont les frais ont été facturés sur le contrat correspond bien à un service et qu'il n'y a pas le sentiment de s'être, entre guillemets, fait avoir du point de vue de l'épargnant. Et ça, je pense que c'est une nécessité pour être présent sur le long terme et pour avoir une activité qui soit pérenne et qui permette un accompagnement sur ce sujet de l'investissement, mais pas uniquement. On parle d'accompagnement dans la décision d'investissement. À la fois, on parle d'essor de la gestion passive. Question triviale, mais finalement, Sébastien, comment on réconcilie les deux? On les réconcilie très bien. Forcément, alors ça, c'est un peu notre ADN. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est de voir que la gestion passive commence à challenger gentiment la gestion active. Et c'est là où je suis toujours un peu interloqué, en tout cas interrogatif, sur le fait de voir aussi peu de gestion passive dans des offres conseillées, recommandées de grands réseaux, voire même de certains CGPI, alors qu'on sait que ça peut être une brique extrêmement efficace. Et on voit bien qu'il y a un vrai décalage du marché français par rapport au marché, bien sûr, américain, mais même allemand ou anglais sur le sujet. Et donc, cette gestion passive, si elle est incorporée de plus en plus dans les offres, elle permet aussi de libérer des frais. Et ces frais peuvent être mis aussi au service d'un conseil un peu plus précis, un peu plus personnalisé, sur lequel on peut avoir plus de valeur ajoutée que a priori, et c'est ce que disent l'ensemble des enquêtes FIVA, sur la recherche de performance vraiment sur les marchés cotés, parce qu'on voit bien que sur gestion passive, gestion active, il y a certains gestions actifs brillants qui arrivent dans la durée à faire de la surperformance, mais c'est de plus en plus rare. Et c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir économiser sur cette partie-là de la promesse, finalement remplit la gestion passive, pour pouvoir la redistribuer sur la partie conseil, que ce soit pour améliorer des plateformes digitales, que ce soit pour faire du conseil personnalisé de proximité, comme peut le faire le conseiller en gestion patrimoine. Et donc l'un va avec l'autre, c'est-à-dire que ça va être des vases communicants. Est-ce que c'est au détriment d'une partie des sociétés de gestion? Peut-être, mais je pense que c'est dans l'intérêt, a priori, de l'épargnant final. Forcément, Mathieu, en tant que spécialiste de la gestion active, quel est votre constat sur la question? Alors moi, je vais vous faire une confidence. J'ai passé la dernière décennie à développer le business de l'XOR ETF avant que ça soit vendu à Mundi. Donc j'ai rejoint Mundi et la gestion active. Donc je peux parler des deux avec une certaine connaissance. En fait, on se trompe quand on parle de gestion active, pas gestion passive. En fait, c'est de la gestion systématique. On met une règle et on reproduit systématiquement. Quand vous faites un indice free float, c'est simple. C'est du free float weighting. C'est une info qui est publique. C'est très facile à faire. Donc ETF sur un indice large, c'est facile, ça marche bien. Quand vous faites de la gestion thématique, c'est plus compliqué.
On a développé des indices de gestion thématique chez Lixor et on a découvert, en fait, nos clients nous ont appelés pour dire qu'est-ce que fait ce stock dans l'ETF. Et en fait, l'ETF, il avait un turnover de 60% tous les trimestres parce que les règles changeaient, je ne sais quoi. Et donc, on se retrouve à découvrir des actions dans le portefeuille et donc on devait les justifier. C'est un peu compliqué, il fallait qu'on appelle l'index provider et consorts. Parce que là, les informations ne sont pas homogènes. Donc, mettre une gestion systématique sur ce type de niche, ça ne fonctionne pas. On a besoin d'un gérant actif qui va regarder un compte de résultat, il va regarder les CAPEX, il va essayer de déceler la valeur de demain. Et là, il fait son rôle. Là, il a tout son rôle dans ce cadre-là. Donc, je dirais que les ETF, c'est une gestion passive, systématique, simple. C'est un très bon outil pour capturer la prime de risque large d'hier, d'aujourd'hui. Nous, notre job gérant actif, c'est la prime de risque de demain. Et ça, on ne peut pas le systématiser. Très clair. Écoutez, merci à tous les 5 pour votre intervention. C'était très intéressant d'avoir à la fois les avis de l'assureur, de l'asset et du distributeur. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe rapidement à une petite phase de questions-réponses. On prendra 1 ou 2 questions et on s'accordera un temps plus long à la fin des 2 tables rondes. Et n'hésitez pas dans la salle, on peut vous faire passer un micro. Et dans le chat. Je peux te poser une question sinon. Vas-y, Mathieu. Moi, je vais répondre à une question qui n'a pas été posée. Il y a une question sur le naming des fonds. Je pense que les gens qui en parlent d'innovation sur les ETF, ils oublient que la grosse innovation des ETF, c'est qu'on peut les acheter parce que c'est écrit dessus et c'est simple. Et ce n'est pas toujours le cas des fonds actifs. Donc on doit faire un travail, nous, gérants actifs, d'avoir des mots simples pour que nos fonds s'achètent plus qu'ils ne se vendent. J'ai une question de José Castro dans le chat. Le niveau de rétro demandé par certains distributeurs n'est-il pas trop élevé? Et par conséquent, n'augmente-t-il pas considérablement les frais? Sébastien, tu réponds à cette Sébastien, question Le Oui, je peux distributeur, répondre. c'est pour toi. Non, mais alors moi j'ai un peu de mal parce que je ne prends pas de rétrocession, mais effectivement on peut avoir forcément une partie du conseil, du travail de conseil est facturée dans les frais de gestion. Donc forcément ça peut être conséquent. Ce qu'on voit surtout, c'est qu'il y a effectivement un shift qu'on voit depuis 10-15 ans du poids en fait du distributeur face à la société de gestion qui, au fur et à mesure, effectivement, commence à un peu édicter ses règles, voire fait des opérations carrément de haut de bilan pour aller intégrer lui-même une société de gestion et avoir l'intégralité de la chaîne de valeur. Donc oui, effectivement, c'est forcément un peu conséquent. Et puis après, il y a une question de réussir à aussi trouver le bon modèle qui permet aux conseillers en gestion de patrimoine, en tout cas ceux qui profitent des rétrocessions, de trouver un équilibre financier à leur proposition de valeur. Donc, est-ce que c'est trop? Tout dépend de la valeur ajoutée qu'apporte chacun à son client final, en fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle éventuellement? Ou dans le chat? Je surveille, mais n'hésitez pas. Dans ce cas, oui? Bonsoir. J'ai lu ce matin que le Trésor s'était formellement prononcé contre la suppression des rétrocessions en assurance. À quel degré vous pensez que son poids peut permettre d'éviter cette suppression? Mayol, tu... Merci beaucoup. Alors, vous n'étiez pas là à l'introduction, j'ai l'impression. Je suis désolé, je suis en retard. Si vous avez déjà répondu, mais si vous avez déjà répondu, je veux bien réécouter votre réponse. Alors, vous êtes du Trésor alors? Apparemment. Alors, non, en fait, le positionnement a été effectué par notre directeur général, Emmanuel Moulin, qui a parlé au nom du ministre en Ecofin, et pour affirmer la position de la France. Alors, la position de la France, s'alignant celle de l'Allemagne et ayant aussi déjà l'Autriche engagée à nos côtés, on peut raisonnablement penser que la solution de suppression et de ban complet, d'ailleurs non pas des rétrocessions, mais de l'ensemble des commissions, puisque c'est le projet de la Commission européenne, sera vraisemblablement écarté. donc on peut partir alors. Ça dépend du buffet. Très bien, merci à tous. Dans ce cas, je vous propose de passer à la seconde table ronde. Et effectivement, on peut les applaudir.
seconde table ronde qui abordera le sujet de stratégie des acteurs de la chaîne UC pour conserver leur rentabilité et qui sera donc animée par Valentin Desmel. Je vous remercie d'être ici présent pour écouter cette seconde table ronde. Je sais que vous êtes aussi très nombreux à nous suivre en ligne, du moins c'est ce qui m'a été soufflé. Donc voilà, je tenais à vous remercier une nouvelle fois. Donc lors de cette table ronde, on va évoquer une tension entre la préservation de la marge et la réduction des frais. Finalement, plusieurs questions nous viennent. Est-ce que la réduction des frais ne peut-elle se faire qu'au détriment du client? Peut-elle nous amener en fait finalement à ne pas répondre aux enjeux de demain concernant les services qu'on alloue? Et voilà, toutes ces interrogations, on va y répondre avec notamment Daniel Collignon, directeur général de Spirica. Mais également Christophe Lepitre, donc président directeur général d'Isness. Enfin, alors pas tout à fait, Charles Sayac, directeur commercial Wealth and Distribution chez Amundi Technologies. Et enfin, je vais demander à Nicolas Brisson de revenir, mais cette fois-ci sous la casquette d'intervenant. Alors, peut-être avant de répondre à toutes ces questions, c'est-à-dire résoudre un peu cette tension, questionner les nouveaux services demandés par les clients, je vous propose de revenir en fait sur le contexte dans lequel est né Value for Money, notamment le contexte économique. Et peut-être, Nicolas, peux-tu commencer par nous en dire quelques mots ? Oui, avec plaisir. Le contexte était réellement bien différent de celui d'aujourd'hui. On était dans un environnement de taux bas, avec un marché inondé de liquidités, qui contribuait donc à porter ces marchés vers des performances assez hautes. Or, dans ce contexte-là, on regarde les fonds euros et on se rend compte que leur rentabilité n'est finalement plus vraiment au rendez-vous. Au-delà de ça, gestion passive, gestion active, à ce moment-là, on était sur des performances un peu similaires, et donc tout de suite, naturellement, ça a forcé ou suggéré, je dirais, à la place et aux régulateurs de se concentrer et de porter leur regard sur les frais inhérents aux unités de compte. Effectivement, l'environnement que tu nous as peint, quand on observe l'actualité, on comprend que nous n'y sommes plus. Et Christophe, à ce titre, peut-être peux-tu nous expliquer quels sont ces changements, ces modifications et quel est l'impact sur notre sujet? Expliquer non, mais quand on a commencé à se parler, j'ai été frappé, pour ma part, du caractère, il me semble, un peu anachronique de cette question. C'est-à-dire qu'il me semble qu'il y a un moment où la question de la réduction des frais va à l'encontre de l'intérêt final du client. Il me semble en effet qu'on a changé de contexte et qu'on va vers des temps que certains d'entre nous un peu plus âgés ont pu connaître, qui sont des périodes de turbulence, qui sont marquées par l'augmentation des primes de risque, par la dispersion, par la rupture des corrélations traditionnelles entre actifs. Bref, ça veut dire qu'on va vers un contexte où, en fait, ce serait sans doute une erreur, en tout cas on peut se poser la question de savoir si ce n'est pas une erreur que de promouvoir la gestion passive au détriment de la gestion active. Il me semble qu'il y a aujourd'hui dans la gestion active des choses à demander aux gérants dans les choix d'investissement, dans leur capacité de distribuer les risques et donc dans leur proposition de valeur. Voilà. Et ça, c'est compliqué, c'est coûteux. On voit aussi que se développent
des composants sur l'axe extra-financier qui rend l'exercice encore plus difficile. Par conséquent, il me semble que ça marque le contexte actuel. Effectivement, je me souviens de ton commentaire sur le sujet daté, mais c'est intéressant de voir que tu as une position sur la gestion active qui est un peu différente de ce qu'on a pu entendre juste auparavant. Je vous propose de questionner un peu le monde de l'assurance. Donc on vient de peindre un peu ce nouveau contexte, mais quelles sont les tendances, toujours en rapport avec Value for Money, qui traversent ce monde donc, de l'assurance qu'on connaît bien chez Seabird? Peut-être Daniel, as-tu un mot à nous dire à ce sujet? Oui, bonjour à toutes et à tous. Je vais caricaturer un tout petit peu. En fait, aujourd'hui, on a deux types de clients. Ceux qui sont nés avec le téléphone fixe, vous savez, celui on faisait comme ça là. Puis il y a ceux qui sont nés avec le smartphone greffé dans l'oreille. Évidemment, on a un peu de chance parce que nos clients sont les premiers. Mais même s'ils ont connu le CECE qui ont l'argent, ils sont en général plus vieux que la moyenne. Mais même eux ont compris que via Internet, on pouvait faire un certain nombre de choses. Et puis à côté, il y a les jeunes qui sont en train de constituer leur patrimoine. Et ceux-là, si on leur parle autrement qu'avec un smartphone, c'est comme si on parlait chinois. Alors, les assureurs ne sont pas restés immobiles par rapport à ce genre de choses et ils ont fait pas mal d'évolutions pour souscrire. Aujourd'hui, les outils de souscription en ligne sont efficaces, sont nombreux et vous pouvez souscrire un contrat en 1,02 €, signature électronique incluse, paiement inclus. Bon, essayez maintenant de faire un rachat partiel en 1 heure ou 2. Ou de régler votre capital d'essai, je n'allais pas dire en 1 heure ou 2, mais en 1 mois ou 2. Aujourd'hui, il y a un défaut de service au terme des contrats. Et c'est quelque chose qui me semble essentiel si on veut conserver la confiance des épargnants, parce qu'aujourd'hui, on a des épargnants qui se disent « ouais, ils sont très forts pour prendre mon argent, mais pour me le rendre. » Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais faire une page de pub. Je n'ai pas fait exprès, mais on l'a annoncé aujourd'hui. On a lancé un rachat partiel instantané. Vous avez besoin de votre argent, 5 minutes après, c'est sur votre compte. Bon. À côté de ça, le décès. Le décès, aujourd'hui, même en parfaite bonne foi, régler un capital d'essai en moyenne, en moins d'1 an, ce n'est pas possible. Je dis bien en moyenne, il y a des cas faciles, mais très souvent, des cas beaucoup plus compliqués. Et c'est un point sur lequel, là aussi, on va s'allier avec une start-up. Je reviendrai sur le principe des partenariats avec ces start-up pour essayer des systèmes qui permettent d'accélérer très rapidement le paiement des capitaux d'essai. Nos clients nous font confiance, on doit leur rendre. Un dernier point qui est tout à fait essentiel, puisqu'on parle de frais, ces services sont aussi extrêmement efficaces pour les assureurs, parce qu'entre payer un rachat avec un smartphone de manière instantanée et le traiter de manière classique en attendant plusieurs jours qu'on ait la valeur des UC sous-jacentes, il y a un changement considérable en termes d'efficacité et de rentabilité de nos opérations. Donc les deux sont compatibles. Très bien, effectivement, on voit que le développement du self-care est une réponse à la tension qu'on a évoquée entre la réduction des frais d'une part et la préservation de la marge d'autre part. Donc je vous propose de continuer à redescendre cette chaîne de valeur après la gestion d'actifs, l'assurance, de faire parler, disons, la distribution à travers toi, Charles Sayac. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur ce sujet, sur ces tendances qui traversent donc la distrib, le retail? Bonjour à tous. Donc oui, c'est vrai qu'un des acteurs principaux de la chaîne de valeur, c'est le distributeur. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé jusqu'à l'heure des producteurs, des assureurs, mais dans la chaîne de distribution, en tout cas en France et même dans la majorité des pays, le distributeur est le premier interlocuteur du client final. Et donc, il fait partie de cette chaîne de valeur. Et quand on a préparé un peu cette conférence, moi, dans le Value for Money, le thème qui m'interpelle, c'est le value. Et c'est quelle valeur on peut apporter à ce client final en dehors de la réduction de frais et de l'amélioration de sa performance financière. Donc c'est trouver d'autres leviers de génération et d'innovation, comme l'évoquait Maïeul, sur cette thématique-là. Et un des sujets, on va dire, d'apport de valeur
pour ces différents acteurs, c'est, et on l'a évoqué aussi et Sébastien l'évoquait, c'est le conseil. Comment on peut fournir un conseil patrimonial le plus pertinent pour le client final. Et donc ça, c'est un rôle clé du distributeur. Sauf qu'aujourd'hui, hormis la clientèle qui est, on va dire, très patrimoniale et donc qui a accès à un banquier privé ou à un ingénieur patrimonial ou à un avocat fiscaliste, donc c'est les patrimoines qui ont plus d'1 million d'euros en actifs financiers. Le reste, il y a un ventre mou de personnes qui sont peu ou pas du tout conseillées. Et donc aujourd'hui, c'est des stats de l'INSEE, mais il y a plus de 3 millions de personnes, 3 millions de foyers qui aujourd'hui ont un patrimoine global autour d'1 million d'euros, immobilier compris. Donc il y a quand même là-dedans un certain nombre d'actifs financiers qui sont peu ou pas conseillés. Et donc un des enjeux, c'est comment conseiller ces acteurs-là. Et pour les conseiller, donc on est aussi dans une clientèle, comme l'évoquait Daniel, qui est plus jeune, donc qui commence à construire son patrimoine et donc qui a le smartphone greffé à l'oreille ou dans la main, ou les deux, et comment fournir à ses clients des solutions pour l'aider à mieux gérer son patrimoine. Donc je pense qu'il y a deux tendances, il y a deux réponses à cette question. Et la première, il y a aussi une tendance de clients qui s'autogèrent, ce qu'on appelle de self-care, qui va essayer de gérer son patrimoine de façon autonome. Donc là, il y a des acteurs qui se positionnent d'un point de vue technologique pour essayer de le faire. Mais il y a l'autre pendant de la question, c'est comment on peut aussi équiper le conseiller et le distributeur. Donc distributeur qui peut être de différents types, qui peut être l'assureur lui-même en distribution directe, la banque de détail, la banque privée, le CGP, le courtier, enfin, peu importe, celui qui est en contact direct avec le client. Et donc l'équiper en outils technologiques pour lui permettre de fournir ce conseil augmenté. Je pense peut-être le problème de ça, ou la complexité de ce sujet, et on l'évoquait aussi, vous l'évoquez dans la table ronde précédente, c'est la donnée. Elle est très nombreuse, elle est très riche, et il va falloir l'analyser, l'utiliser. On peut le faire, on va dire, dans des processus manuels quand on gère peu de clients, mais un CGP ou une banque de détail qui gère pour chaque conseiller des centaines de clients différents ne peut pas le faire pas le faire à l'échelle, à scale, et ne peut pas industrialiser ce processus. Donc il est nécessaire d'avoir des solutions technologiques pour pouvoir y répondre. Et je pense que ça fait partie des enjeux et des réponses qu'on peut apporter à cette clientèle-là pour, on va dire, augmenter la valeur apportée par le distributeur. Très bien, merci. Alors, peut-être tu avais déjà évoqué les patrimoines, donc, enfin, tu as évoqué les patrimoines mass affluent, ou on ne sait jamais très bien, upper affluent, et également les patrimoines un peu wealth, mais les concernant, quelles sont, pour ce segment-là, les tendances, justement. Je me souviens que lors de notre échange, tu avais eu cette phrase un peu forte, le wealth demande ce que veut le retail. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots supplémentaires? Je pense qu'on peut le voir dans les deux sens. C'est que le retail veut accéder aux produits, aux conseils qu'on fournit aux banques privées. Et paradoxalement, je pense que les clients des banques privées aimeraient moins avoir les outils digitaux qu'on propose aux banques de détail. Donc il y a vraiment un shift entre les deux. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les clients patrimoniaux qui vont souvent être mieux équipés en conseil sur l'ingénierie de leur patrimoine au sens large ne sont pas du tout équipés, ou très peu, en outils qui leur permettent de gérer au quotidien. Daniel évoquait faire une souscription, faire un rachat. Dans certaines banques privées, faire une souscription de façon digitale, ça n'existe même pas. Donc on est encore loin, alors que le rachat instantané, je pense, c'est le futur. Donc il y a beaucoup de sujets autour de ça, d'équiper ces acteurs-là, banques privées, avec des outils digitaux. Donc là, on est plutôt pour le client final, alors qu'à l'inverse, sur les clients, on va dire, plutôt patrimoniaux, mass affluent, là, c'est comment équiper le conseiller pour qu'il puisse mieux les adresser. Très bien. Alors, après cette petite redescente donc, de la chaîne de valeur sur les différents enjeux, je vous propose de lancer un peu, poser au milieu de la table les enjeux ESG. Et notamment parce qu'on le sait, la réglementation sur le sujet est très mouvementée, on s'y retrouve pas toujours nécessairement, mais également on a des exigences clients qui sont beaucoup plus fines, voire parfois même un peu défiantes, sous couvert
de scandales de greenwashing, comme a pu le montrer l'actualité. Et à ce sujet, Daniel, est-ce que tu aurais quelques mots à nous donner? J'ai toujours quelques mots. J'en doute pas. Bon. Dans les faits, l'émergence effectivement de l'ESG, de l'impact, de l'ensemble de ces notions est quelque chose de réel. Et on a en face de nous des personnes qui sont intéressées, je parle tant du client que du conseiller, mais qui ne comprennent pas ce qu'on leur dit. À côté de ça, on a une réglementation, vous la connaissez, qui a 3, 4 axes différents, qui a été faite par des organes différents et qui n'est pas coordonnée de l'une à l'autre. Donc une grande complexité à chercher l'information et à la fournir à nos clients et surtout à leurs conseils. On parlait tout à l'heure d'annexes financières avec des centaines de lignes. Le problème, c'est que maintenant, dans l'annexe financière, il va y avoir des centaines de colonnes aussi. Et donc des outils qui ne serviront plus à rien ou à personne si on les laisse de manière statique. Et donc, par rapport à ça, il faut qu'on crée de nouveaux outils, des outils qui, à partir de ces informations, permettront de dire à un client qui dit ben, « je voudrais bien une gestion dynamique à un terme de 10 ans, mais je ne veux surtout pas que dedans, il y ait des entreprises qui fassent des expériences sur les animaux. Et puis en plus, j'aimerais lutter contre le réchauffement climatique. Et tout ça, si ça peut créer de l'emploi à côté de chez moi, eh bien, il faudra qu'on puisse lui dire, à partir d'une analyse extrêmement fine, eh bien, si tu veux ça, voici les supports qui te permettent de l'avoir. Donc un gigantesque défi sur la création, j'appelle ça des annexes financières intelligentes, ou des états de situation qu'on puisse exploiter. Et s'il y en a qui sont partants, moi je suis partant pour qu'on développe ça. Parce que ça me semble tout à fait pertinent et utile aujourd'hui. Très bien. Alors, on vient de poser le contexte, le nouvel environnement économique. On a dressé un peu les enjeux pour l'ensemble de la chaîne de valeur. On a évoqué les défis ESG de demain pour le secteur. Je vous propose peut-être de parler un peu plus des solutions mises en place, déployées, prospectées. Et peut-être commencer revenir en amont, en reparlant à nouveau de gestion d'actifs, peut-être avec Christophe. Donc, quelles sont un peu les tendances et nouveaux défis auxquels les sociétés de gestion devront faire face demain? Je crois que ça vient d'être parfaitement décrit par Daniel. Donc moi, je suis partant pour faire... Je ne sais pas comment je vais faire, mais ça me semble avoir du sens. Donc je partage son approche. Je pense qu'on est loin d'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez le chemin qu'on a parcouru depuis la question qu'on s'est posée sur les coûts ou sur les frais. Là, on parle du sens de l'épargne. J'ai de l'argent, je veux l'investir, mais je veux que ça ait du sens, d'une manière ou d'une autre. Ou je veux éviter tel et tel type d'investissement. Donc ça, c'est compliqué. Je pense qu'on n'y est pas du tout. Et je ne suis pas surpris que Daniel fasse état du fait que les gens s'interrogent et sont encore perplexes sur les solutions. Quant aux professionnels, vu la complexité et la manière hétérogène dont la réglementation a été déployée, c'est pas facile. Mais il me semble que c'est la question principale, c'est celle du sens. Donc, et pas celle de value for money. Donc je pense que ça nous oblige, toute l'industrie financière, à revoir les choses de cette façon-là. Très bien. Nicolas, en revanche, je sais que Ouais, je me permettrais peut-être juste de revenir sur la partie greenwashing que mentionnait Daniel très brièvement, et le fait, je pense, que les asset managers vont devoir s'équiper, encore plus peut-être qu'ils ne le sont aujourd'hui. Je dirais pour 2 raisons. La première, évidemment, c'est le contexte réglementaire que tu citais, qui est en constante évolution. Et ça mérite de le suivre, et les assets déjà le respectent et vont devoir le respecter dans le futur. Et d'autre part, on le citait à demi-mot, mais l'exigence des clients, l'exigence des épargnants dans leurs investissements, qui vont demander une réelle performance extra-financière finalement, et qui vont être plus demandeurs de preuves
C'est un peu comme ça que je pense qu'il faut le voir. Donc ces 2 points qui suggèrent que les asset managers vont devoir débloquer des budgets pour s'équiper à la fois sur le pilotage de leurs fonds, pour bien comprendre finalement la transparence, enfin qu'est-ce qu'il y a en transparence dans ces fonds, comment ça évolue, puisque un fonds, voilà, ça bouge régulièrement, et il y a la partie aussi mettre en place des indicateurs pour suivre ces aspects ESG qui me semble être primordial et qui pourrait tout à fait être un service supplémentaire si demain il était amené à être très bien réalisé, je dirais, et encore plus transparent vis-à-vis de l'épargnant. Très bien, ça me fait une parfaite transition pour revenir sur les sujets d'équipement. Et je pense notamment aux problématiques qu'on a soulevées tout à l'heure concernant l'assurance. Alors sur ces problématiques qu'on a soulevées, beaucoup d'entre elles étaient quand même d'ordre techno. Et à ce sujet, je propose une question un peu tranchée, un peu binaire pour toi, Daniel. Finalement, est-ce qu'un assureur doit conserver, j'allais dire, je vais utiliser un grand mot, la souveraineté, enfin conserver sa souveraineté sur son système d'information, mais surtout sur les solutions technologiques qu'il propose à ses clients, ou au contraire, doit-il capitaliser sur la spécialisation des fournisseurs de techno, une expertise assez pointue qui demande aussi beaucoup d'investissement que ne peut-être pas assumer un assureur? Je serais tenté de dire les deux. Sperica a été créé il y a 15 ans. Il y a 15 ans, on s'est posé la question de savoir ce qu'il fallait faire en matière de système d'information. Et on a hésité, donc pour le métier, entre un logiciel et faire notre propre développement. Après avoir regardé les logiciels, on a choisi de faire notre propre développement. Et c'est quelque chose dont je me félicite tous les jours, parce que ça nous permet d'être extrêmement souple, extrêmement agile, et de choisir ce qu'on veut développer. Quand vous demandez à un fabricant de logiciels de vous faire une nouvelle fonctionnalité, il dit « Attends, j'ai combien de clients qui la veulent ?» « Ah, il n'y a que toi, écoute, tu attendras que ça soit nécessaire. » Donc ça, c'est pour le cœur, le système métier. Par contre, il y a tous les services autour, ceux que j'ai évoqués tout à l'heure. J'ai parlé du décès, j'ai parlé du rachat instantané. Bon, le rachat instantané, c'est nous qui l'avons fait, mais on pourrait parler de la gestion pilotée, on pourrait parler de l'annexe financière intelligente. Il y a tout un tas d'exemples où là, il y a un vrai intérêt à s'adresser à des pros qui savent dont c'est le métier et qui vont nous faire quelque chose de beaucoup plus intelligent et surtout qui ont le temps et les moyens de le faire. Il y a tellement de projets, tellement de services à rendre autour du contrat d'assurance que là, il y a une vraie place pour des sociétés spécialisées qui vont nous apporter des tas de services et surtout qui vont les apporter à nos clients et à nos partenaires distributeurs. Donc les deux. Et justement, concernant ces partenaires distributeurs, dans quelle mesure l'assureur doit-il venir, j'allais dire, aller sur les plates-bandes du distributeur potentiellement pour l'équiper? Est-ce que ça fait sens, Daniel? C'est très complémentaire. Aujourd'hui, on a des distributeurs qui ont de très bonnes idées, mais qui n'ont pas de moyens. Et donc, si on ne leur donne pas un outil pour porter ces idées, et on est plusieurs assureurs à faire, je sais, eh bien, ces idées ne s'exprimeront jamais. Donc, nous, par exemple, on a un système qui permet de faire la souscription en ligne qu'on met à disposition de nos partenaires qui souhaitent l'utiliser. Mais ça n'a qu'un temps, parce que nos partenaires comme nous-mêmes vont se singulariser, se différencier par le service qu'ils rendent. Et donc, un jour ou l'autre, il faudra qu'ils reprennent la main sur ces outils-là. Donc, oui, des outils qu'on peut mettre à leur disposition pour les aider à démarrer, mais non, sur le long terme, c'est à eux à développer leurs propres outils et leur propre spécificité, leur propre image à travers leurs outils. Et alors, Charles, naturellement, quel rôle pour les fournisseurs de techno, notamment sur cette partie donc, équipement du distributeur? Nous, chez Amundi Technologies, on est clairement dans ce modèle-là. Hein. C'est un spin-off d'Amundi et c'est comment on a transformé notre IT interne en un éditeur de logiciels. Donc on s'est clairement positionné sur ce métier-là. Et donc, je reprends les points qu'évoquait Daniel. Ça fait plus de 20 ans qu'on avait investi sur nos technologies et donc on avait créé un asset technologique. Et cet asset, naturellement, il peut aider d'autres sociétés de gestion sur une partie, des distributeurs,
dans leur déploiement, parce que tout le monde, et ça devient de plus en plus compliqué, ne peut pas créer from scratch des solutions technologiques à la pointe, parce qu'ils n'ont soit pas l'expertise métier, soit pas l'expertise technologique, soit pas les personnes, ni les priorités, ni le délai pour pouvoir les mettre en place. Donc il y a une vraie tendance quand même de fond de marché à ce que les différents acteurs, que ce soit Amundi en tant qu'asset manager, les assureurs, les banques, à transformer un peu leur business model pour créer des plateformes. On le voit dans notre métier financier, mais ça existe dans tous les métiers. Hein. Airbnb, Amazon, ils ont tous transformé et capitalisé sur ces différents assets pour les mettre à disposition d'autres. Donc il y a vraiment un chiffre de marché. Après, je pense qu'il ne faut pas se tromper dans le sens où le cœur de métier d'un assureur, d'un asset manager, ce n'est pas la technologie. C'est juste, on va dire, une diversification dans son approche qui permet de générer des nouvelles sources de revenus, mais aussi, et c'est peut-être le plus important, c'est de pérenniser aussi des relations avec des clients, partenaires, des distributeurs, parce qu'ils vont, on va dire, créer un lien plus fort avec eux grâce à la technologie et grâce, on va dire, à l'échange de données que ces différents acteurs vont réaliser. Donc il y a une vraie tendance de fond et je pense que voilà, ce n'est pas parti pour changer, dans le sens où on voit même maintenant des acteurs technologiques qui se mettent à fournir des services métiers. Donc on voit dans les deux sens. Très bien. Et peut-être que sur ces derniers mots, je vous propose de conclure la table ronde avant de passer aux questions. Donc, on a observé une multiplication des services à tous les endroits de la chaîne de valeur et c'est exactement ce que tu étais en train de nous dire et le propos que tenait Daniel tout à l'heure. Cette multiplication des services aux différents endroits de la chaîne de valeur a fait naître des relations nouvelles, parfois, il faut le dire, des relations aussi de concurrence où elles n'existaient pas autrefois, mais aussi des relations de synergie, en fait même dans leur forme pure, j'allais dire, de complémentarité. Et ces nouvelles relations témoignent d'un marché qui est encore en mouvement, qui progresse encore dans sa maturité. Et je pourrais terminer donc sur ces deux questions avant de pouvoir aller tous ensemble au cocktail. Finalement, quel est le stade d'horizon de cette maturité? Quand est-ce qu'on va y venir? Et surtout, où est-ce que ces pôles de services, chez quels acteurs vont-ils se stabiliser? Alors, on va pouvoir peut-être passer aux différentes questions. Je vais récupérer moi le chat. Bonsoir. J'avais une question sur un point de la chaîne de valeur qui me semble assez faible. On a l'impression que l'asset manager a une marge assez conséquente, l'assureur via les frais sur le contrat également. À l'autre bout de la chaîne, que le CGP ou ceux qui arrivent à donner du conseil patrimonial ont de la marge aussi, mais sur l'activité de distribution pure sans conseil, on a l'impression d'abord que les assureurs, quand on regarde leurs résultats de souscription et la marge de souscription, perdent de l'argent là-dessus, en tout cas côté épargne. Et on a l'impression que c'est assez dur de valoriser ça aujourd'hui. Alors je ne sais pas si c'est propre au poids de l'industrie passée, mais quand je regarde également les plateformes, j'ai l'impression qu'elles sont assez bien cash flow négatives et que du coup elles ont également du mal à valoriser un métier de distribution sans conseil important. J'aurais voulu avoir un éclairage là-dessus. Alors, nous travaillons avec différents types d'opérateurs, des CGP à travers une ou plusieurs plateformes, des CGP en direct, des opérateurs Internet, une banque privée, enfin, une très grande diversité. En ce qui concerne l'assureur a exactement, en tout cas c'est comme ça qu'on fonctionne, et dans ma vie antérieure, je fonctionnais pas mal comme ça aussi, donc je pourrais parler pour d'autres, mais l'assureur a exactement la même marge. Donc, il n'y a pas d'activité qui est rentable ou pas rentable
pour l'assureur. Alors à côté de ça, il y a les plateformes. Les plateformes, aujourd'hui, les plateformes qui travaillent avec des CGP fonctionnent très bien, sont très bien valorisées par le marché. Aujourd'hui, les private equiteurs s'arrachent les plateformes, donc il faut croire qu'elles ne sont pas si moches que ça en termes de rentabilité. Ils s'arrachent aussi les CGP d'ailleurs. Ça se passe de manière systématique. Et les opérateurs Internet, il n'y a pas qu'ING sur le marché. Les opérateurs Internet avec lesquels on travaille ont des marges, des produits qui sont moins chargés, mais gagnent de l'argent aussi. Enfin, il y a un équilibre qui se fait entre la nature du service rendu, le type de clientèle et surtout l'informatisation et la digitalisation des services. Une des vraies clés de différenciation, c'est un CGP, il passe du temps avec vous, il vous parle, il coûte cher, mais il apporte ce service. Une plateforme Internet, elle vous donne un service que vous utilisez tout seul. Donc, elle peut vous faire payer beaucoup moins cher le produit, mais ce n'est pas le même service. Et aujourd'hui, les CGP font encore, en termes de part de marché, 2 fois ce que font les opérateurs Internet. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose donc de conclure ces 2 tables rondes et de vous inviter donc à un petit rafraîchissement juste derrière lors du cocktail.